Top Cyclisme. Le double champion du monde de cross-country Eliminator n'a pas fini de vous surprendre. Titouan Perrin-Gagné est notre invité cette semaine. Est-ce que t'imaginais que te confirmer comme champion du monde, ça te demanderait autant d'énergie ? Oui et non. Oui et non, parce que je savais que c'était quand même un titre qui était vraiment difficile à aller chercher, qui avait beaucoup de concurrence. Donc je savais que ça allait être difficile. Après, je l'avais déjà fait, donc je savais que c'était réalisable. Par contre, honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi dur du point de vue émotionnel et du point de vue stress le jour de la course. Je me référais à ça parce que lors d'une récente interview avec Colline Closure, elle nous a dit qu'elle t'avait rarement vu aussi éprouvé une fois la ligne d'arrivée franchie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, ça a été surtout une accumulation de beaucoup de choses pendant ma préparation, juste avant la course. En fait, j'ai fait une grosse chute en début de préparation. Sur route, je faisais un sprint donc à puissance maximale et j'ai la chaîne qui a cassé. Je suis passé par au-dessus du vélo, j'ai le vélo qui est monté en l'air, j'ai tapé la tête, j'ai tapé l'épaule, je me suis fait une entorse au poignet. Donc c'est resté secret parce que j'ai voulu que personne soit au courant pour garder ce petit avantage, ce petit ascendant psychologique que j'avais sur les autres. Mmh. Mais ça m'a coûté moi, ça a été une grosse période de doute. Finalement, j'ai réussi à faire au mieux avec les moyens du bord. Mais j'ai quand même fait une grosse préparation, mais voilà, ça a été difficile, ça a été dans la douleur, surtout sur le début. Mmh. Et en arrivant là-bas, du coup, avec cette chute, c'était un petit peu de doute, donc un peu moins de confiance. Et c'est vrai que les nuits précédant la course, ça a été assez difficile. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre du décalage horaire cette année par rapport à l'an dernier, où finalement je m'étais recalé presque directement l'an dernier. Mmh. Cette année, ça a été beaucoup plus dur, j'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà, j'étais assez fatigué, j'avais du mal un peu à trouver mes sensations sur le site de course. Par-dessus ça, quand on a repéré le circuit, il s'est avéré que c'était un parcours difficile techniquement et physiquement, mais très étroit, donc très dur de doubler, avec une ligne droite de départ assez courte, donc la qualification avait une importance encore décuplée par rapport à d'habitude. Et moi, la qualification, c'est pas vraiment là où je m'exprime vraiment au maximum d'habitude. Mmh. Donc voilà, ça a été toute une accumulation de pas mal de petits facteurs qui ont engrangé beaucoup de stress. Et ce qui me rend le plus fier dans ce deuxième titre, c'est peut-être justement d'avoir réussi à confirmer avec tous ces petits pépins et puis voilà, tous ces petits moments de doute. Alors, quelle leçon tu en tires pour cette année ? Est-ce que tu vas changer quelque chose, surtout dans ton approche psychologique, parce que la préparation physique, elle est ce qu'elle est, mais est-ce que finalement tu vas pas essayer de relativiser un peu ? Mais je pense que je relativisais déjà pas mal. Après, c'est vrai que quand on arrive avec le statut de favori sur une course, et même quand on relativise, quand on s'est donné au maximum à l'entraînement, justement pour être prêt le jour J, c'est toujours de la pression parce on ne veut pas que tous ces efforts soient faits en vain. Mmh. Après, voilà, moi, au niveau de ma préparation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015 et en 2016, j'étais dans la vie active, donc je travaillais, donc c'est des années où j'ai pas pu beaucoup m'entraîner. Mmh. Je suis passé semi-professionnel en 2017, donc là, l'idée, c'était plutôt de reprendre le rythme et d'augmenter un petit peu mes charges d'entraînement. J'ai fait une saison incroyable, donc à partir de ce constat, l'idée, c'était plutôt d'essayer de bétonner, on va dire, sur la saison 2018, d'essayer de faire des choses que je savais faire à l'entraînement et qui fonctionnaient pour confirmer directement en 2018. Maintenant que j'ai réussi à confirmer et que j'ai réussi à prouver que mes titres n'étaient pas dus au hasard, je vais approcher la saison 2019 d'une toute autre manière, sur le plan préparation. Alors laquelle ? Me mettre en difficulté dans des domaines dans lesquels je suis pas forcément performant, comme du marathon par exemple. J'ai beaucoup augmenté mes charges de travail cet hiver, dans plein de domaines, en musculation, en endurance, dans plein de choses. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, ça a l'air de porter
plutôt énormément ses fruits, mais voilà, c'est encore un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Donc on fera déjà le point plutôt vers le mois de mai, on va dire. Mais est-ce que tu es en train de nous dire que tu veux ouvrir ton champ d'action au-delà du XCE? Pas du tout. Non, d'accord. Pas du tout. Non, non, non. Je pense que quand on arrive à un certain point, si on veut continuer à progresser, c'est important de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on n'a pas fait avant. Sinon, au bout d'un moment, forcément, on stagne. Donc voilà, moi, ça a été ma réflexion cette année. Il faut une approche différente pour continuer à être performant et continuer à garder l'énorme motivation que j'ai tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, c'était un programme de course un peu différent, un programme d'entraînement un petit peu différent aussi, et on verra ce que ça donne. Très sincèrement, et pas de fausse modestie s'il te plaît Titouan, est-ce que tu penses que tu as réellement des rivaux à la hauteur sur le championnat du monde? Est-ce que ton seul ennemi c'est pas toi finalement? Absolument pas. Non. Non, absolument pas. Il y a une concurrence qui est très très dense. Alors c'est vrai, peut-être que certaines personnes peuvent se dire ça, ou de toute façon le championnat c'est pour Perrin gagner, mais en fait à chaque fois que j'arrive sur un championnat, j'ai une pression énorme parce que je suis le champion sortant, et surtout à chaque fois que j'arrive sur un championnat, je l'ai préparé d'une manière ultra méticuleuse sur tous les aspects de la performance, et je suis prêt à 110%. Donc je suis obligé en fait d'être prêt à 110% si je veux gagner un grand championnat. Si j'arrive à 100%, j'ai de grandes chances de me faire battre. Et surtout, maintenant, moi j'ai le statut de favori presque à chaque course. Tous les autres derrière, ils ont qu'une envie, c'est de me croquer. Et forcément, ça va les galvaniser. Ils vont aussi travailler encore plus dur pour pouvoir me battre sur les courses. Donc voilà, ça se resserre. Et moi, de mon côté, je suis obligé d'essayer de trouver des nouvelles choses justement pour essayer de garder une toute petite longueur d'avance qui me permet de franchir la ligne d'arrivée en premier. Qu'est-ce que ça change d'être 2 fois champion du monde? Est-ce que tu vois des améliorations dans tes relations avec les sponsors, ou est-ce que pour l'instant, on va dire, la caisse de résonance du XCE reste trop limitée pour te donner justement ce coup de boost que tu mérites? Alors oui et non en fait. Alors oui, je sens vraiment un autre regard de mes partenaires, des gens, de la presse sur moi-même, sur mon image ou sur notre team. On sent vraiment que nos partenaires s'investissent de plus en plus dans le team. Alors c'est pas uniquement lié à mes performances à moi, hein, parce que Colline est championne du monde aussi, championne de France, Hugo est vice-championne de France, vice-champion du monde. Au championnat de France de marathon, on a eu 2 vice-champions de France chez les filles et chez les garçons. Donc voilà, le team cette année, on a fait une saison incroyable. Quasiment tous les athlètes ont fait une saison incroyable. On a tous ramené une médaille au championnat de France en fait. Donc c'est pas seulement lié à moi, mais moi personnellement, oui, je sens quand même qu'il y a un autre regard sur mes performances. Après, c'est vrai que on va rester lucide, hein, le XCE reste pour l'instant encore une discipline de niche, mais qui a, je pense, énormément d'avenir, énormément d'atouts, énormément d'attraits. Et il va falloir maintenant qu'on réussisse à trouver les clés pour que notre discipline passe à un autre niveau. En fait, nous, on est un sport-spectacle, moi, je pense. Et il faut voir les choses comme ça. Il faut qu'une Coupe du Monde de XCE, ce soit un show, en fait. Un show en ville avec spectacle son et lumière, avec des feux d'artifice, avec c'est peut-être un peu loin, mais non, mais c'est vrai que si on s'assoit autour d'une table et qu'on en discute, on peut trouver énormément d'idées, mais voilà, c'est comme une finale de 100 mètres en athlée. Quand on les voit arriver sur le stade, c'est quelque chose, c'est presque un concert de rock, quoi. Donc voilà, c'est court, c'est dynamique, il faut essayer de tendre là-dessus, sans forcément tomber dans l'extrême, parce que ça reste quoi qu'il arrive du cross-country éliminator, et dans cross-country éliminator, il y a avant tout cross-country, donc il faut aussi garder notre identité un petit peu VTT et tout terrain. Alors, toujours lors de cette interview avec Colline, elle nous expliquait que tu la coaches un peu pour devenir plus agressive et plus méchante en course et savoir fermer la porte, spécialité dont tu es le roi absolu apparemment. Alors, à ton avis, dans la gestion du XCE, quelle est la part justement qui revient à
je vais pas dire le vice, mais bon, être suffisamment méchant pour pas laisser les autres passer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais, je pense que c'est indispensable. Après, je pense qu'il faut discerner le fait voilà, au niveau du contact comme ça, de fermer les portes et le passage en force. Moi, je suis pas du tout adepte du passage en force. Il y en a certains qui sont adeptes. Par contre, si quelqu'un essaye de passer, ça me pose pas de problème d'ouvrir les coudes, et en tout cas, je me laisserai pas faire. Je laisserai pas ma place comme ça. Et c'est clair qu'au départ d'une course, même si j'en ai déjà gagné pas mal, j'ai au moins autant envie que les autres de gagner, ou peut-être voir plus. Donc voilà, je laisserai pas ma part au chien, comme on dit. Mais c'est sûr que c'est très serré. Donc si on est trop gentil, on va se faire marcher dessus, c'est obligé. Après, moi, j'ai jamais fait d'attaque kamikaze à rentrer dans quelqu'un, essayer de le découper pour le faire tomber et passer à sa place. Ça, c'est pas du tout mon style. Mais par contre, si quelqu'un essaye de me le faire, ouais, je me laisserai pas faire, et j'ouvrirai les coudes, et voilà, je me laisserai pas faire. Alors, on s'en doute. Tu sais que lorsque je regarde tes réseaux sociaux, où tu postes très fréquemment, il y a toujours une sensation d'énergie totale qui émerge. Quand tu fais du ski de fond, t'es tout le temps au sprint, des démarrages de folie. Est-ce que tu arrives, c'est une question amicale, hein, mais est-ce que tu arrives des fois à être calme dans ta journée? Ouais, non, ça m'arrive. Mais c'est vrai que moi, en fait, je suis un amoureux du sport, un amoureux. Moi, je le dis, hein, je fais le plus beau métier du monde. Je vis un rêve en ce moment. Aller tous les jours à l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, pour moi, c'est tous les jours du bonheur. Donc je me livre toujours à 100% sur mes séances, et puis ouais, c'est vrai que je suis assez un petit peu joueur comme garçon, donc j'aime bien quand ça va vite, mais je sais aussi apprécier des petites journées au calme, avec ma chérie, tranquillement, voilà, à se détendre un petit peu, mais elle est aussi très très hyperactive, donc on se complète bien. Ouais, c'est un sacré couple. Alors, tiens, une question que je pose aussi de temps en temps à nos ambassadeurs. Quelles applications tu as sur ton téléphone portable? Parce que je pense que ça révèle beaucoup de la personnalité. Tu as quoi, toi, sur ton portable? Eurosport Player, l'équipe TV. Ouais, non, c'est surtout en rapport avec le sport, hein. Je pense quand on est amoureux du sport, on est assez proche de tout. Mais moi, comme je le disais, je suis un amoureux du sport en général. En fait, j'adore énormément de sports, du ski de fond, au ski alpin, l'athlétisme, au cyclisme sur route. Donc, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait aussi, notamment voilà sur les chaînes de télévision sportives. Après, voilà, j'ai mes réseaux sociaux, la météo aussi, parce que j'habite à 1000 mètres d'altitude, donc on est toujours en train de garder un œil sur la météo. J'ai plusieurs applis pour la météo. Et puis voilà, ça se résume à peu près à ça. Mais je suis pas, comment dire, un geek, moi, en fait. Je suis pas forcément addict du téléphone ou de l'ordinateur. Je préfère les moments dans la nature, tranquillement. Et question musique? Alors moi, je suis très old school. Je suis très Pink Floyd, Supertramp, Led Zeppelin, voilà, Woodstock. Ouais, je suis très old school. Ça, c'est papa qui a transmis ses goûts, non? Ouais, forcément un petit peu. Après, je pense que quand on arrive à un certain âge, on est capable d'avoir nos propres goûts, mais ouais, je trouve que dans la musique d'avant, bon alors attention, il y a des artistes récents qui font aussi du son très sympa. Je suis un grand fan de Kaleo aussi. Mais je trouve que dans la musique d'avant, il y a une âme, une énergie qui circule moins dans la musique un petit peu électro de maintenant. Après, c'est mes goûts personnels, hein. Toi, quand tu dois te booster, là, que tu te mets un casque sur les oreilles avant une compète, t'écoutes quoi alors? Alors, j'écoute jamais de musique avant les compètes. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, non, jamais de musique. Moi, en fait, c'est vrai que le jour de la compétition, je suis 100% dans ma bulle. Je suis concentré sur ce que je dois faire, sur l'instant présent, et je laisse pas mon esprit vagabonder ailleurs, distrait par quoi que ce soit. Donc, j'écoute pas du tout de musique, non. Je regarde ce qui se passe, j'analyse énormément la course de mes adversaires. Voilà, je suis concentré aussi sur mon alimentation, sur ma récupération, sur
sur l'heure à laquelle je dois me présenter dans la grille de départ, mais non, j'écoute pas du tout de musique. Je suis vraiment focus sur l'instant présent. Quelle est ta routine le matin? Est-ce que tu peux nous la décrire? Heure de lever, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Est-ce que tu fais du stretch? À quelle heure tu pars rouler? Comment ça se passe pour toi? Bah souvent on a des XCE qui sont assez tard, hein, donc c'est Non, mais souvent entre. hors compétition, Titouan, Ouais, c'est-à-dire hors compétition. demain, quoi, demain Ah, matin. demain. Moi je suis pas trop un lève-tôt, hein, par contre. Ouais. Donc ouais, souvent je me réveille entre 8h et 8h30. Je prends mon petit déj, je fais quand même relativement attention à ce que je mange, donc souvent c'est des céréales bio, des mélanges que je fais moi-même au magasin bio avec des fruits secs, différentes céréales, un petit peu de miel, et puis un jus d'orange, un café. Mhm. Et souvent après je pars m'entraîner, donc j'aime bien m'entraîner le matin. Quand je fais des grandes sorties entre 4 et 5 heures, j'essaye de partir sur les coups de 10 heures. Mhm. Voilà, je fais ma sortie, je rentre, je mange, je prends ma douche, je fais mes étirements, je pense à bien boire. Ensuite, je règle. J'ai quelques athlètes que je suis encore à l'entraînement, donc souvent, voilà, c'est les retours à l'entraînement, les coups de téléphone, un peu de réseaux sociaux, des relations partenaires. Mhm. Et puis le soir, voilà, sur les coups de. On mange assez tôt avec ma compagne, plutôt vers 18h, 18h30. Mhm. Et puis après, voilà, c'est. Il faut le dire, c'est l'heure où je t'ai appelé, hein, d'aller. donc je suis désolé. Voilà, c'est ça. C'est ça. En plein pendant la soupe. Mince. Et donc après, petit Et film ou quelque chose comme ça? ouais, voilà, on regarde. Ouais, j'adore les films. On regarde beaucoup de films, des séries aussi. Et puis voilà. Puis on va se coucher souvent, ouais, pas trop tard non plus, hein, entre 10h et 11h souvent on éteint. Et puis après, sinon quand je fais du bi-quotidien, et ben c'est voilà, je pars sur les coups de 9-10 heures aussi. Je mange le midi et je repars plutôt sur les coups de 15 heures l'après-midi faire ma deuxième séance. Ok, ouais, c'est quand même une vie entièrement consacrée au sport. Alors dernière question, donc 2019, tu l'abordes comment? Quel sera ton parcours, tes étapes? Alors, autant l'an dernier, c'est vrai que j'avais une ligne de conduite qui était déjà assez claire dans ma tête au niveau de mes objectifs. Cette année, c'est presque un petit peu plus flou. Je me concentrerai évidemment encore sur les grands championnats, mais j'aimerais bien cette année quand même remporter ma première Coupe du Monde, parce que c'est vrai que j'ai toujours pas remporté de manche de Coupe du Monde. Mhm. Et j'aimerais beaucoup que ce soit sur la manche française à Villard-de-Lans, Mhm. qui en plus est tout près de chez moi, parce que j'habite à Chambéry maintenant, donc voilà, c'est à peu près 1h30 de route. Et en fonction de, on va dire, vers le mois de juillet, en fonction de mon classement général de la Coupe du Monde, je déciderai ou pas si je joue à fond le classement général. D'accord. Mais voilà, cette année, l'idée, ça va être de. J'avais un objectif un petit peu perso l'an dernier, c'était de faire toutes les finales sur les XCE auxquelles j'allais participer. Mhm. Et je me suis loupé. Pas de bol, sur 11 XCE, j'ai fait 10 finales. Ah, Donc cette année, voilà, l'objectif ce sera de faire toutes les finales et j'aimerais bien un petit peu augmenter mon nombre de victoires de l'an dernier. J'avais 7 victoires sur 11 courses l'an dernier, donc j'aimerais bien me rapprocher des 9-10, on va dire, ça serait bien. et tu commences quand concrètement alors, première course? Moi, j'ouvre ma saison sur la première manche de la Coupe du Monde à Barcelone. Donc je serai sûrement pas à 100% de mes moyens. Mais voilà, ce sera fin mars, j'ouvrirai ma saison à ce moment-là. Je courrai pas avant, mais par contre, j'aimerais bien arriver vraiment au top vers mai-juin et puis continuer ce pic de forme jusqu'au mois de novembre pour les mondiaux. Alors, tu es toujours, pour notre plus grand plaisir, ambassadeur des pneumatiques Continental. Ton combo favori l'an dernier, c'était Race King devant, Cross King derrière, ou le contraire, je sais plus. Le contraire. Ouais, voilà. Alors, je reprends, je couperai au montage. Donc, ton combo favori l'an dernier, c'était Cross King devant et Race King derrière. Est-ce que tu changes et sinon, pourquoi tu le gardes? Qu'est-ce que tu as remarqué comme comportement des pneus au fil de ta saison? Bah, c'est vrai que le Race King, je pense que c'est un des pneus à l'arrière qui offre quasiment le meilleur rendement du marché. On a fait des tests d'ailleurs là-dessus avec plusieurs marques de pneus pour avoir vraiment des données un petit peu fiables. Et c'est vrai que voilà, sur des tests de rendement, c'est celui qui rend le mieux.
Donc à l'arrière, voilà, c'est un pneu qui est, c'est un irréductible, on va dire. Non, on peut pas s'en passer. C'est pour moi le pneu parfait à l'arrière, le Race King. Suivant les parcours, je le prends en flanc protection ou en flanc souple. Cette année, j'ai un peu plus roulé en souple que l'an dernier. Voilà, toujours dans l'idée de gagner un petit peu de poids sur le train roulant. Et puis le Cross King devant qui est un petit peu qui est très directif, qui offre beaucoup de confort dans les trajectoires et pareil de temps en temps en souple, de temps en temps en renforcé. Après je suis pas trop fan du Race King à l'avant, justement je trouve j'ai du mal à piloter avec, donc je reste vraiment avec le Cross King 100% de l'année. Et tu gonfles à combien généralement? Ça dépend des parcours, ça dépend aussi des flancs, je gonfle toujours un petit peu plus quand je suis en souple, parce que c'est un pneu qui se déforme un peu plus. Quand je suis en renforcé, c'est entre 1,0 et 1,2 bar, devant et derrière. Quand je suis en souple, c'est plutôt entre 1,2 et 1,4, on va dire.